Bienvenue chez moi. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de la justice distributive et des égards qu'elle impliquait vis-à-vis de la communauté politique. Je voudrais à présent spécifier ce que l'on doit entendre par communauté. Je pense que je ferai une autre vidéo au moins à ce sujet, mais je vais dans un premier temps dégrossir les choses. Alors je ferai tout d'abord remarquer que je n'ai pas employé le mot société dans la vidéo précédente. Il y a effectivement une distinction d'ordre sociologique entre le concept de communauté et le concept de société, même si l'une et l'autre renvoient à des groupes humains. Donc la communauté, sur le modèle des peuples antiques, des cités antiques ou des peuples primitifs, est considérée comme étant organique, c'est-à-dire qu'elle produit des individus et qu'elle leur assigne une place, une fonction, comme les organes dans un corps humain. La société, quant à elle, est réputée mécanique sur le modèle des États modernes. Elle découle de la libre volonté des individus à vivre ensemble. Sans se pencher sur ce qui relève du mythe et de la réalité dans ces deux modèles, on sent d'emblée que une différence s'instaure entre d'une part la communauté qui fait subir avant tout certaines choses aux individus qu'elle produit et la société qui leur laisse le choix avant de leur faire subir quoi que ce soit, elle leur laisse un choix. Cette distinction a eu cours essentiellement dans la sociologie à la fin du XIXe siècle. Et à cette distinction est venu s'ajouter un autre élément de rupture en plein XXe siècle, lorsqu'on a parlé de société close sur elle-même face aux sociétés ouvertes vers l'extérieur. En gros, le bien et le mal, c'est-à-dire le bien, les sociétés modernes, le mal, les communautés anciennes. Par société ouverte, il faut entendre bien sûr apte à promouvoir deux choses, essentiellement, c'est-à-dire l'économie de marché et les droits de l'homme. Ces deux choses vont de pair. Ces deux choses sont appelées à être contagieuses, comme si le destin inéluctable de l'humanité était de devenir une immense et unique communauté régie avant tout par des rapports commerciaux et les droits des individus respectés en tant que consommateurs. Alors curieusement, on est un peu revenu de ce genre de caricature à notre époque, et les particularismes culturels et les désirs de souveraineté refont surface. Ils prennent leur revanche. La mondialisation, ou globalisation, ou uniformisation, a moins la cote. Alors, je vais prendre un exemple dans le cinéma. Vous avez tous vu certainement le film Avatar qui a rapporté à ses producteurs la bagatelle de 3 milliards de dollars. C'est le plus gros succès cinématographique de l'histoire. Et dans ce film, que voit-on? On voit des terriens, très américanisés, débarquer sur une planète lointaine, alors officiellement pour étudier une autre espèce que la nôtre, et officieusement pour tirer profit des ressources naturelles de cette planète. Et le conflit va se jouer entre les gentils terriens prenant fait et cause pour les navis, les extraterrestres qui sont chez eux, donc en gros les scientifiques, et les méchants colonisateurs, capitalistes, avec à leur solde une armée d'abrutis. Alors c'est très manichéen, c'est très américain dans la facture, et même si on ne peut pas s'empêcher d'y déceler de la part du réalisateur, qui lui est canadien, une critique de l'impérialisme américain, une critique donc plébiscitée dans le monde entier. Et cette critique, non seulement elle va à l'encontre de nos sociétés dites ouvertes, c'est-à-dire progressistes, c'est-à-dire capitalistes, c'est-à-dire libérales, c'est-à-dire égalitaires, réputées humanistes, mais cette critique valorise également les sociétés dites closes, c'est-à-dire les sociétés tribales, autocratiques, hiérarchiques, sexistes également, magiques, religieuses, mais également fraternelles, et en harmonie avec la nature, deux choses qui sont prisées à notre époque. Mais ce plébiscite pour des formes des formes plus communautaires, à taille humaine, à l'encontre de la globalisation, est perçu en haute sphère comme un argument populiste, voire réactionnaire, qui irait à l'encontre du sens spontané de l'histoire. Les sociétés closes sont alors perçues comme réfractaires au progrès, voire égoïstes. Les sociétés ouvertes, elles, ne doivent connaître
à terme ni frontières, ni tradition, ou le moins possible, afin de se fondre dans l'humanité déracinée et indistincte. Alors il y a deux choses que les partisans d'une telle vision des choses, vision du monde, ne peuvent ignorer, deux choses qui vont nous aider à définir les contours nécessaires à toute société, donc à toute communauté finalement. La première, où est-il écrit que l'humanité a vocation à se fondre en un tout indistinct? C'est écrit nulle part. Élément de réponse, les anciennes tentatives d'unification circumterrestre sont de deux ordres, impérialistes et religieuses. Impérialiste, l'empire d'Alexandre, l'empire romain. Religieuse, le christianisme et l'islam. C'est tout. La tentative d'unification selon des critères proprement économiques est unique dans l'histoire et c'est ce que nous vivons actuellement. Alors elle implique d'une part que les nations disparaissent, qu'elles le veuillent ou non, et d'autre part que les individus deviennent totalement producteurs-consommateurs, qu'ils le veuillent ou non. Voilà. Alors ça c'est une première chose à avoir en tête. Deuxième chose, n'est-il pas présomptueux d'espérer fondre l'humanité en une seule communauté de manière pacifique, lorsque l'on sait que les tentatives précédentes, alors certes pour de bonnes raisons, mais ont toutes été menées par les armes. Et en effet, l'histoire nous montre que l'assemblage entre les peuples est le produit des guerres, des empires, des colonisations, et non pas le fruit de la paix et d'un amour fraternel entre les peuples. Pour revenir sur terre, conclusion de ce que je viens de dire, jusqu'ici l'universalisation de certains traits culturels, comme l'hellénisme, la romanité, le christianisme ou l'islam, a toujours été de type impérialiste, c'est-à-dire que les peuples l'ont subi. Ces idéologies ont bafoué les souverainetés locales, inévitablement. Alors c'était une attitude belliqueuse totalement assumée chez les Grecs comme chez les Romains, en particulier chez les Romains, et d'un autre côté, la violence est un élément totalement assumé aujourd'hui et exacerbé par ce qu'on appelle les islamistes. Seule l'Église s'est sentie un peu en porte-à-faux entre le message œcuménique et pacifiste du Christ d'un côté, et de l'autre la violence des moyens employés pour faire entendre, pour divulguer ce message autour du monde. Et c'est une sorte de schizophrénie dont a hérité l'idéologie marchande des droits de l'homme, typiquement occidentale, qui d'un côté consiste à promouvoir toujours plus de droits pour les individus, et qui de l'autre est encline à aller à l'encontre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en bousculant notamment leurs traditions contraires aux nôtres. Le christianisme nous a également légué une certaine empathie pour le genre humain. Sauf qu'au travers de la religion, Dieu est médiateur, il surplombe, il transcende, il réunit. L'empathie est possible du fait que les hommes sont maintenus en permanence au sein de l'Église, qui est une communauté, par le dogme et par la liturgie. La liturgie, c'est-à-dire la messe. Aujourd'hui, Dieu ne fait plus partie de l'équation, il est devenu optionnel. Le dogme, on l'a dit, c'est l'économie de marché et les droits de l'homme. La liturgie, quelle est-elle? Comment entretenir le sentiment d'appartenance à l'humanité? Comment entretenir l'empathie vis-à-vis de personnes qui souffrent à l'autre bout du monde et avec lesquelles on ne partage rien de concret, pas même des croyances identiques? Tout simplement par le pathos. En grec, le pathos, c'est ce que l'on éprouve. Ce qui a donné empathie, c'est ce qui a donné également pathétique. L'empathie et le pathétique s'entremêlent chaque soir, alors non plus à l'occasion des vêpres, les vêpres étaient l'office de fin de journée, mais à l'occasion du journal de 20h. C'est ainsi que pendant que vous mangez, tranquillement installé à table devant votre assiette, conscient et jaloux de votre petit confort bourgeois, on vous bombarde à la télé d'images de famine, de misère, de guerre et d'exil. C'est uniquement dans ces courts moments de culpabilisation nationale que l'on peut tendre vers un semblant de communauté humaine, de communauté universelle. La télé permet au moins cela. Donc je vais à présent conclure de tout ce que j'ai dit. J'ai d'abord dit que la communauté était moins soluble que la société dans le monde marchand. Et ça lui est
reprocher, bien évidemment. J'ai ensuite tenté de montrer par un exemple pris au cinéma que de manière générale, les gens demeurent assez sensibles à la légitimité des particularismes culturels et à la légitimité des souverainetés nationales, donc à l'importance d'une communauté de valeurs. Puis j'ai insisté sur l'impérialisme que suscitent inévitablement les rêves d'un monde sans frontières, contraire à l'existence de communautés culturelles souveraines. Et pour finir, j'ai rappelé en quelques mots l'origine et l'idée d'un monde sans frontières au travers du christianisme, ainsi que l'utopie que cela représente vis-à-vis d'idéologies sans transcendance, à moins bien sûr de considérer le marché et les droits de l'homme comme éléments d'une religion. C'est possible aussi. Donc de tout ceci, je peux déduire que l'être humain moyen a besoin de vivre en communauté, que la vie en communauté conditionne d'une certaine manière l'empathie, et que cette empathie et la solidarité qui se dégage de cette empathie diminue à mesure que l'on prend de la distance. Autrement dit, loin des yeux, loin du cœur. C'est totalement humain, et c'est donc non négociable. La communauté, finalement, c'est quoi? La communauté, c'est l'intermédiaire entre l'individu mesquin et l'humanité incommensurable. Sa finalité n'est pas de se soumettre constamment à toujours plus grand qu'elle, mais elle ne peut pas non plus se permettre d'être imperméable, étanche aux autres communautés. Les échanges sont nécessaires, tout en demeurant dans l'altérité, dans l'échange entre communautés. Trouver la taille adéquate de la communauté, et la plus étendue possible, c'est tout un art, et c'est tout un art politique. Et il a fallu plusieurs siècles pour faire émerger la plus grande forme de communauté qui soit, c'est-à-dire la nation. Et il faudra bien moins de temps pour les détruire, ces nations. Et les détruire au nom de quoi? Alors d'un rêve, d'un dogme, d'une monnaie unique. C'est un pari plutôt risqué, plutôt osé. On verra ce qu'il en est par la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et à partager ce contenu s'il vous a plu. À très bientôt.